j'arrivais à peine à l'entrée qu'Héloïse bloqua la porte. La sœur de ma femme se tenait haute, en talons aiguilles, sa robe si moulante qu'elle aurait pu être une armure, ses yeux perçants comme des scalpels me découpaient de haut en bas. L'air humide de l'été semblait s'épaissir autour d'elle, comme si son parfum était accompagné d'un signal d'alarme invisible. Elle pencha la tête, les bras croisés comme un videur de boîte de nuit qui n'acceptait que les riches et les beaux. Sa voix, ruisselante de mépris, claqua comme un fouet dans le hall obscur. Pas de vêtements bon marché à la fête de mon père, siffla-t-elle. Ce n'était même pas une question, juste un décret. Elle me fixa comme si j'étais arrivé du mauvais côté des rails. Une apparence de paysanne terne diluait l'argenterie. Je baissai les yeux sur ma tenue, un pantalon noir repassé, un blazer ajusté, quoique sans étiquette, une chemise grise modeste qui n'avait jamais eu besoin d'étiquette de créateur pour être belle. Les chaussures brillaient, les manches impeccables. Ce n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais c'était digne. Je l'avais porté délibérément, une déclaration discrète dans une pièce où tout le reste criait sur l'attention. Mais apparemment, pour les Harrington, la dignité sans étiquette était aussi inutile que les choix d'action de l'année dernière. Ma mâchoire se serra tandis que je sentais le dédain se dégager d'elle par vagues. Derrière elle, je voyais les lustres de la salle de bal du domaine Harrington scintiller comme de fausses étoiles, chacun captant la lumière et la faisant rebondir sur le verre, l'or et les sourires raffinés des invités. Et là, au centre de Mora, ma femme, se tenait là, faisant semblant de ne rien voir. Elle était parfaite, comme toujours. Sa robe moulait ses courbes comme une seconde peau, d'un vert émeraude assorti au bague qu'elle portait au doigt. Elle riait avec un groupe d'amis confiants et amusants. Sa posture était décontractée, comme si elle appartenait à ce monde d'héritage murmuré et de marques synonymes de pouvoir. Elle ne me regarda pas, ne broncha même pas aux paroles d'Héloïse. J'en ressentis une vive douleur, mais je m'attendais à une déception. Ma main se serra et je serrai le petit coffret cadeau. Un petit paquet blanc enveloppé d'un simple nœud noir. Rien d'ostentatoire, juste un souvenir, quelque chose qui, je pensais, pourrait lui être cher. Mais debout sur le seuil, je me demandais soudain si cela serait perçu comme un geste ou si cela se fondrait simplement dans le défilé interminable de sacs griffés et de boîtes de créateurs alignés à l'intérieur. Héloïse se déplaça, se plantant carrément devant la porte, comme un siècle déterminé à tenir la racaille à distance. C'est impossible. Ne nous embarrasser comme ça, cracha-t-elle. C'est l'anniversaire de mon père, pas un vide-grenier. Ces mots me firent l'effet d'une gifle, crue et inattendue. Je les laissai pénétrer, les laissai piquer. Je m'attendais à une résistance, mais l'hostilité pure et dure dans sa voix me frappa plus fort que je ne m'y attendais. Je ressentais le poids de chaque conversation à table, chaque regard en coin lors des réceptions familiales, chaque instant où ils avaient poliment ignoré les détails de ma vie, mon travail, mon agitation, mon ambition, parce qu'ils ne pensaient pas que cela était à la hauteur de leur succès. Une partie de moi voulait riposter, laisser le feu qui me brûlait la poitrine éclater et brûler son sourire narquois. Mais j'avais appris à mes dépens que les explosions ne faisaient que rarement plus qu'un gros gâchis à nettoyer. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai croisé son regard avec le mien. Calme, mesuré, le regard d'un homme qui savait qu'il n'avait pas besoin d'étiquette pour se faire entendre. « Héloïse, dis-je d'une voix basse et égale. Je ne suis pas ici pour vous embarrasser. Je suis là pour Mora, pour ton père. » Ses yeux se plissèrent, une lueur de confusion y perçant, comme si elle ne comprenait pas comment j'osais tenir bon face à son jugement cinglant. Je vis le léger tremblement dans ses bras croisés. La façon dont ses doigts martelaient son biceps d'un rythme anxieux. Elle attendait que je cède, que je m'excuse, que j'admette qu'elle avait raison, mais je ne le fis pas. Je tins bon, et juste au moment où je sentais sa confiance vaciller, juste au moment où ses lèvres s'entr'ouvrirent pour dire autre chose, les portes derrière moi s'ouvrirent dans un sifflement soudain, envoyant un courant d'air dans la pièce qui lui ébouriffa les pointes des cheveux. Elle tressaillit, surprise. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Je sentais l'énergie changer dans la pièce. Un silence qui se propagea de la porte derrière moi jusqu'à l'avant de la salle de bal, où la musique baissa et les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Je connaissais ce silence. Je l'avais déjà ressenti dans les salles de réunion et les conférences téléphoniques, dans des réunions où les titres et les positions pouvaient changer d'un seul mot. C'était le silence qui s'installait lorsque le pouvoir entrait dans la pièce. Inattendu et indéniable. J'apercevais Mora au loin, la posture soudainement raide, son regard passant d'Héloïse à moi, puis à la porte. Même les sourires raffinés de ses amis s'estompèrent.
Elles aussi flairaient le changement. Et dans ce souffle unique entre l'indignation d'Héloïse et la tension silencieuse qui planait désormais entre nous. Je ressentais le poids de chaque insulte, de chaque rejet, chaque fois qu'elle me jugeait à la marque de mon blazer plutôt qu'à la force de ma détermination. Je sentais les années de travail acharné, les nuits blanches, les investissements qui avaient poussé comme des racines sous leur pelouse parfaite s'élever pour accueillir cet instant. J'allais m'éloigner, les abandonner à leurs illusions, aux lustres et aux faux sourires. Lorsque je sentis la porte s'ouvrir complètement derrière moi, la présence s'avança dans la lumière, imposant sans un mot. Je laissai échapper le souffle que je retenais, un léger sourire se dessinant au coin de mes lèvres. Parce que les Harrington pensaient pouvoir mesurer ma valeur au prix de mon costume. Ils pensaient pouvoir me garder à la porte, une curiosité en vêtements bon marché. Mais ils allaient apprendre que parfois, l'homme qui se tient tranquillement aux confins de leur monde est celui qui a déjà acheté le billet qui lui donne droit à une place. L'homme qui entra ensuite figea tout le monde. Je le sentais dans l'air, un brusque changement qui coupa les rires superficiels et le tintement des verres à vin. Une secousse qui ondulait sur le sol poli comme une secousse avant un tremblement de terre. C'était Alaric Chain. Avant même qu'il ne parle, sa présence engloutit le bruit. Tout Alaric Chain, fondateur de Dominion Capital, l'homme qui avait transformé l'empire chancelant de Gregory Harrington en une institution véritablement respectée par le reste du monde financier. Un homme dont la poignée de main pouvait transformer une acquisition de la rumeur à la réalité, dont la signature sur un accord faisait la différence entre solvabilité et scandale. Il se tenait sur le seuil, encadré par la lumière dorée qui entrait de la salle de bal derrière lui, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que mon voiture. Mais sur lui, cela ne faisait pas clinquant. C'était inévitable. Ses cheveux noirs étaient plaqués en arrière de manière à accentuer les traits prononcés de son visage, et son regard, sombre et intelligent, balayait la pièce avec la confiance tranquille d'un homme qui possédait chaque centimètre sur lequel il marchait. Il se tenait comme un roi qui n'avait pas besoin de trône. Et lorsque son regard croisa le mien, le silence dans la pièce devint si épais que je sentis les regards de tous les Harrington et de leur entourage se tourner vers moi. Il s'arrêta à quelques mètres. Et, Dieu me vienne en aide, il s'inclina. Non pas d'une profonde révérence servile, mais d'une inclinaison de tête mesurée et délibérée, emplie de respect. Monsieur le Président, dit-il d'une voix calme et posée, chaque syllabe suffisamment claire pour percer le silence. Je ne savais pas que c'était la fête de votre beau-père. Les mots restèrent suspendus dans l'air, électrisant tous ceux qui étaient à portée de voix. Héloïse pâle, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun son ne sortit. Maura j'ai cligné des yeux une fois, deux fois, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. La musique derrière nous s'est estompée, les musiciens baissant instinctivement le volume jusqu'à un murmure, comme si la salle elle-même avait décidé de retenir son souffle. Je sentais la chaleur de chaque regard posé sur moi, leur surprise, leur confusion, les recalculs désespérés qui se déroulaient derrière leur façade soigneusement ornée. J'ai souri, un sourire lent et délibéré qui n'avait rien à voir avec le fait de montrer les dents, mais tout à voir avec le fait de savourer l'instant présent. J'ai hoché la tête vers Alaric comme pour saluer un vieil ami et j'ai répondu simplement, c'est vrai, et je suis ici en famille. Les mots se sont déposés comme une pierre tombée dans une eau calme, créant des ondulations qui ont atteint tous les recoins de la grande salle. La mâchoire d'Héloïse s'est serrée, une lueur de peur traversant son visage parfaitement maquillé. Je pouvais voir les doigts de Maura frémir à ses côtés. Le sourire qu'elle avait arboré toute la soirée, s'effaçant juste assez pour révéler l'incertitude qu'elle avait si soigneusement dissimulée. Je soutenais le regard d'Alaric, laissant le poids de notre histoire commune, des années de contrat, les négociations et le respect mutuel emplissaient l'espace entre nous. Car à cet instant, il ne s'agissait pas de l'étiquette de ma veste ou du prix de mes chaussures. Il s'agissait de la réalité qu'ils avaient tous choisi d'ignorer. Que je n'étais pas l'homme qu'ils pensaient pouvoir ignorer. J'étais l'homme qui était resté assis tranquillement dans leur ombre, construisant mon propre empire, attendant le jour où ils devraient me regarder dans les yeux et reconnaître ce que j'étais devenu. Héloïse retrouva enfin sa voix, bien que plus faible qu'avant. « Le président » murmura-t-elle, les mots sonnant étrangement sur ses lèvres. Elle cligna des yeux comme pour se convaincre d'avoir mal entendu, mais la preuve était là, sous ses yeux. Sous la révérence respectueuse d'Alaric, dans les yeux des invités, désormais bourdonnant de questions qu'ils étaient trop polis pour poser à voix haute, Maura, toujours actrice, essayait de se calmer, mais je pouvais lire le calcul dans son regard. Le calcul mental d'une femme qui avait trop longtemps cru que la richesse et le statut de sa famille les rendaient intouchables. Alaric, toujours aussi spectaculaire quand il le fallait,
ne perdit pas une seconde. Il se tourna légèrement vers la foule, vers Mora, Héloïse et toute l'assemblée de spectateurs privilégiés, et sourit. « Oui, président Alden, dit-il d'un ton décontracté, mais le regard perçant. Un homme dont les idées et les investissements ont remodelé la moitié des industries dont nous dépendons. » Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer sa mémoire avant d'ajouter « C'est un honneur de partager cette soirée avec lui. » Sur ces mots, il me dépassa et entra dans la salle de bal avec l'aisance d'un homme qui sait exactement où il se situe et qui il respecte. Je sentis le changement, puis la subtile réorganisation de la hiérarchie sociale de la pièce. L'air était moins étouffant, plus ouvert. Les mêmes personnes qui avaient ricané devant mes vêtements quelques minutes auparavant me regardaient maintenant avec un mélange de curiosité et de différence nouvelle. Le silence se transforma en un murmure sourd, tandis que les gens chuchotaient entre eux, essayant de reconstituer le puzzle qu'ils avaient si longtemps négligé. Héloïse recula, les bras retombant sur elle. Les flancs, le visage pâle et tendu. Elle me regarda comme si elle venait de réaliser qu'elle jouait aux dames pendant que je maîtrisais les échecs. Mora, à sa décharge, redressa les épaules et tenta de se reprendre, mais ses yeux racontaient l'histoire. Elle savait. Elle avait toujours su, au fond d'elle-même, que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas le personnage que sa famille voulait croire. Elle avait choisi de l'ignorer, de faire abstraction des heures passées devant mon ordinateur, des appels tard le soir, des voyages d'affaires qui ne consistaient pas vraiment en des dîners raffinés, mais en la construction d'un projet qui survivrait à chacun d'entre eux. Et maintenant, cette vérité était là, indéniable, dans la révérence respectueuse d'Alaric Chain et les questions murmurées de leurs invités. Je ne me réjouis pas. Je n'en avais pas besoin. Je passai simplement devant Héloïse, le petit coffret cadeau toujours à la main, et entrai dans la salle de bal. Les lustres scintillaient au-dessus de moi, chaque cristal étant un témoin silencieux du basculement tectonique qui venait de se produire. Je ne regardais pas en arrière. Je n'avais pas besoin de voir les expressions stupéfaites ni d'entendre les excuses précipitées. J'avais joué mon rôle avec calme et patience, et maintenant la scène m'appartenait. Car ce soir, à la fête de Gregory Harrington, l'homme qu'il pensait pouvoir ignorer était devenu celui qu'il ne pouvait oublier. Et personne, et surtout pas Héloïse, ne pouvait l'en empêcher. Dans le silence qui suivit, la voix d'Héloïse résonna comme un verre qui peine à se maintenir. « Le président » murmura-t-elle, son regard passant de la silhouette d'Alaric qui s'éloignait à ma propre posture. Dans son esprit, ce mot ne m'appartenait pas. Il appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé, de plus riche, portant assurément une étiquette qu'elle pouvait prononcer sans hésitation. Sa confusion se répandit comme de la fumée, contaminant les autres rassemblés à l'entrée. L'expression de Mora était un masque prudent de choc, mais je vis la fissure dans son sang-froid. Ses lèvres tremblèrent avant qu'elle ne trouve la voix pour poser sa question, son ton lourd d'incrédulité. « Je croyais que tu travaillais dans cette start-up du quartier des entrepôts. » La question flottait dans l'air comme une accusation, mais elle n'avait pas le mordant qu'elle espérait. Je sentis un léger sourire se dessiner au coin de mes lèvres en croisant son regard. « Mais si, dis-je calmement. Cette start-up possède 42 entreprises réparties dans 5 secteurs. Et la semaine dernière, nous avons finalisé l'acquisition du plus grand concurrent de Dominion. » Les mots furent prononcés avec fluidité et précision. Chacun était une petite révélation en soi. Le changement dans l'air était presque palpable, comme un tremblement secouant le sol sous leurs pieds. Le visage d'Héloïse se vida de ses couleurs, le sang se retirant de ses joues tandis que ses lèvres s'entr'ouvraient en une protestation silencieuse. Sa mâchoire tremblait tandis qu'elle peinait à assimiler l'information, comme si chaque mot que j'avais prononcé avait bouleversé sa compréhension du monde qu'elle croyait posséder. Les yeux de Mort s'écarquillèrent et, l'espace d'une seconde, je vis le scintillement de toutes les questions qu'elle ne m'avait jamais posées. L'appel tardif qu'elle avait qualifié d'insignifiant. Les heures passées dans ce bureau de l'entrepôt dont elle riait lors des dîners. Chaque doute, chaque supposition, une réalité tremblante qui la fixait. Avant qu'elle puisse parler, Alaric laissa échapper un petit rire entendu qui transperça la tension comme une lame de rasoir. Il n'a pas seulement créé une entreprise, dit-il en se tournant légèrement vers la foule qui s'était formée autour de nous. Il a construit une base de pouvoir discrètement, stratégiquement, pendant que vous étiez occupés à organiser des collectes de fonds et des cures thermales. Il marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air comme un verdict. Mesdames et messieurs, vous avez passé des années à regarder l'étiquette de son blazer sans jamais vous soucier du registre qui se cachait. Un rire nerveux, incertain, parcourut la foule, ponctué par le tintement des verres et le mouvement des pieds.
Je sentais le poids de 100 regards braqués sur moi. Les excuses tacites, les excuses à moitié formulées, les gens qui m'avaient autrefois frôlé sans un regard, cherchant maintenant un endroit où se cacher. Les bras d'Héloïse, autrefois croisés en signe de défi confiant, pendaient maintenant mollement à ses côtés, ses doigts tremblants comme si elle essayait de s'accrocher à une réalité qui lui échappait. Le visage de Maura était un modèle de contraste. Fierté et incrédulité, choc, et quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à nommer. Ses lèvres s'ouvrirent comme pour poser une question, mais aucun mot ne sortit. Elle me regarda comme quelqu'un qui regarde un tableau 1000 fois vu, mais qui ne remarqua que maintenant la signature dans le coin. Je laissai l'instant s'étirer, les laissai tous s'asseoir dans le silence qu'ils avaient créé. Ce silence que leur ignorance avait laissé pousser comme une mauvaise herbe entre nous. Dans ce silence, je repensais à toutes les fois où ils m'avaient renvoyé. Chaque dîner où j'avais été la seule dans une mer de fonds spéculatifs. Chaque conversation où ils avaient supposé que ma valeur était liée au prix de ma montre. Chaque sourire poli qui ne les atteignait jamais. Je pensais aux nuits que je passais au bureau de l'entrepôt, à éplucher bilans et rapports boursiers pendant qu'ils dormaient confortablement dans leur luxe hérité. Je pensais aux affaires que je concluais dans des salles de réunion bien loin des lustres et des parquets cirés de la résidence Harrington. Et je pensais à l'ironie, dans leur quête pour me définir par mes vêtements, ils ne remarqueraient jamais l'empire que je bâtirais dans leurs angles morts. Mes vêtements n'avaient pas changé. Le même blazer sans étiquette, le même pantalon simple et la même chemise grise modeste. Mais dans le silence de cette pièce, je n'étais plus radin. J'étais l'homme qui détenait le pouvoir qu'ils vénéraient de loin. J'étais l'homme qui les avait discrètement déjoués pendant qu'ils admiraient leur propre reflet. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'avais pas besoin de jubiler. Mon silence, mon sourire, le calme de mes yeux, c'était suffisant. Parce que la vérité avait enfin éclaté. J'ai pris une longue inspiration, laissant le poids du moment retomber. Je suis toujours moi, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Le même homme que tu connais depuis toutes ces années. La seule différence, c'est que maintenant tu sais qui je suis vraiment. J'ai laissé les mots pénétrer. Les laisser résonner dans les couloirs de marbre de leur monde. Et peut-être, ai-je ajouté, balayant la foule du regard. Maintenant, tu comprendras que le respect ne se résume pas à l'étiquette d'un costume. Il se réfère à l'homme qui le porte. Héloïse recula, la bouche ouverte et fermée comme un poisson à bout de souffle. Elle semblait vouloir dire quelque chose, une réplique intelligente, une pique finale, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, elle se retourna et se retira dans la foule, ses talons aiguilles claquant sur le sol de marbre comme le tic-tac d'une horloge qui s'épuise. Je l'ai regardée partir, le sourire figé, mais le cœur apaisé. Maura est restée, ses yeux cherchant dans les miens un signe, une explication à laquelle se raccrocher. Mais je n'en avais aucune à donner. La vérité avait toujours été là, attendant qu'il pose les bonnes questions. Alaric m'adressa un hochement de tête entendu et s'est égaré dans la foule, nous laissant seuls, Maura et moi, au milieu d'une mer d'inconnus raffinés qui me regardaient maintenant avec un mélange d'admiration et de curiosité. Je sentais les questions sur leurs lèvres, les excuses se dessiner dans leurs yeux, le désespoir de réaligner leur loyauté sur l'homme qu'ils avaient si longtemps négligé. Mais je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'en avais jamais eu besoin, car j'avais bâti mon empire dans l'ombre qu'ils avaient ignorée. Et ce soir, j'étais entré dans la lumière, non pas pour faire mes preuves, mais pour leur rappeler que parfois, l'homme qu'ils pensaient pouvoir ignorer était celui qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je construisais. Pas une seule fois, en 7 ans de mariage, Maura et moi, sa famille ne m'a demandé ce que je faisais réellement. Ce qui me poussait à quitter la maison à l'aube et à revenir longtemps après la fin des dîners. Ma chemise était froissée par des heures de réunion et le café rassis de trop nombreuses réunions. Ils ont supposé. Et je les ai laissés regarder mon bureau d'entrepôt et ne voir que poussière et sol en béton. Ils ont laissé juger ma modeste voiture et mes vêtements sans marque et penser que j'étais petit parce que cela leur facilitait la gestion du monde. Il leur était plus facile de croire que j'étais l'homme qu'ils pouvaient contrôler, l'homme qu'ils pouvaient écarter d'un regard, que de se demander si j'étais celui qui pourrait un jour les éclipser. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque soir passé à siroter du vin dans la salle de bal du domaine Harrington, je travaillais. Chaque fête d'anniversaire qu'ils organisaient, chaque gala qu'ils organisaient, chaque brunch où les amis de Moore comparaient des carottes de diamant, je construisais. J'ai pris le petit héritage que ma mère m'a laissé à son décès. 1800 € était suffisant pour faire tourner les têtes dans le monde entier,
et je l'ai investi prudemment et impitoyablement dans une branche de capital investissement que j'avais créée de toutes pièces. J'ai commencé avec de petites entreprises en difficulté dont personne d'autre ne voulait. Des entreprises qui avaient été saignées à blanc par une direction incompétente ou englouties par les dettes. J'ai lu chaque bilan, chaque déclaration de faillite, chaque projection de trésorerie comme si c'était un livre sacré, et j'ai appris vite. J'ai appris à repérer le potentiel là où d'autres voyaient la ruine. J'ai appris à extraire la valeur des décombres et à la transformer en or. J'ai travaillé plus dur que quiconque, car il le fallait. Je savais que je serais mis à l'épreuve. Je savais qu'un jour, quelqu'un verrait l'étiquette usée sur mon blazer et déciderait de juger l'homme à son prix. Je ne voulais pas être celui qui rate le test. Je voulais être celui qui sourit quand il me regarde de haut et pense avoir gagné. Je voulais être celui qui, à cet instant, les possède sans même hausser le ton. Progresser en silence est devenu ma meilleure arme. Je n'avais pas besoin du flash des communiqués de presse ni de l'enthousiasme des publications sur les réseaux sociaux vantant ma dernière acquisition. J'avais besoin de stratégie. J'avais besoin de patience. Pendant qu'il s'occupait à mesurer costumes et titres, je mesurais les ratios d'endettement et la croissance du chiffre d'affaires. J'étudiais les failles du marché qu'il pensait dominer. Chaque acquisition que je faisais, chaque contrat que je négociais était une brique de la forteresse que je construisais. Une forteresse que personne ne pouvait démolir d'une seule insulte lors d'un dîner. Je me souviens de ces nuits où j'étais assis seul dans mon bureau, les lumières de la ville peignant le sol en béton et les néons brisés. Penché sur mes états financiers, le téléphone collé à l'oreille, je parlais à des avocats et des directeurs financiers qui se fichaient de mon nom de famille. Je ne leur parlais pas de la famille de Moa. Je ne leur parlais pas des fêtes ni des bals. Je leur disais ce que je savais, et c'était suffisant. Car dans le monde que je construisais, le savoir comptait plus que les plaques nominatives. Les résultats comptaient plus que la réputation. Parfois, je rentrais tard et Maura dormait déjà. Je la regardais respirer, je regardais la lumière de la lune peindre son visage d'un argent doux, et je me demandais si elle me demanderait un jour ce que je construisais. Pas ce que je faisais, pas la question polie qu'elle posait lors d'un dîner pour briser le silence, mais vraiment. Elle ne le faisait jamais. Elle a supposé, et je l'ai laissé faire, car une part de moi ne voulait pas voir la lueur de déception dans ses yeux lorsqu'elle a compris que je ne m'intéressais ni aux fêtes ni aux symboles de statut. Je voulais voir son visage le jour où elle apprendrait la vérité. Que l'homme qu'elle pensait pouvoir ignorer était celui qui, un jour, tiendrait le destin de sa famille entre ses mains, car je savais que ce jour viendrait. Je savais qu'un jour, le nom Harrington aurait besoin d'être sauvé. Et ce ne serait pas un de leurs amis en costume de créateur qui se présenterait. Ce serait moi. Et ce jour-là, je n'aurais pas besoin d'élever la voix ni d'exiger le respect. Il serait déjà mien. Un acquis en conseil d'administration et en appel nocturne, au prix de la sueur et de la stratégie d'années passées à construire ce qu'il n'avait jamais osé demander. Je pense que c'est ce qui me différenciait d'eux. Ils bâtissaient tout sur les apparences, leurs relations, leurs vêtements, les fêtes auxquelles il assistait. Leur monde était fragile, une maison de verre qui paraissait impressionnante jusqu'à ce que quelqu'un s'y appuie trop fort. J'ai bâti mon univers sur des fondamentaux, des chiffres qui ne mentaient pas, des affaires qui n'avaient pas besoin d'une marque pour être solides. J'investissais en silence, je pesais dans l'ombre et je les laissais rire de mes vêtements, car je savais qu'un jour, ils s'étoufferaient de rire. Et ce jour arrivait plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Chaque fois que j'assistais à l'une des conférences condescendantes de Grégory sur les affaires, où il s'adossait dans son fauteuil en cuir et parlait de véritable leadership en sirotant un scotch plus cher que ma première voiture, je souriais, car je savais ce qu'il ignorait. Je savais que son empire était bâti sur des dettes et de vieilles faveurs, sur des alliances fragiles qui se léchaient déjà sous le poids de fonds mal gérés. Je savais que le jour viendrait où il devrait me regarder dans les yeux et comprendre que j'étais l'homme qui pouvait le sauver, ou celui qui pouvait tout laisser brûler. Je le savais parce que j'avais fait le travail qu'il n'avait jamais pris la peine de faire. J'avais lu les comptes. J'avais rencontré les fournisseurs qui chuchotaient des retards de paiement. J'avais vu les notes des auditeurs qui n'arrivaient pas à équilibrer les chiffres. J'avais vu les fissures se creuser dans l'empire tandis que la famille de Maura dansait dans ses salles de bal en prétendant que la musique ne s'arrêterait jamais. Et j'ai continué à construire, brique par brique, acquisition par acquisition, jusqu'au jour où la forteresse que j'avais édifiée en silence serait la seule chose qui les séparerait de la ruine qu'ils refusaient de voir venir. Car je savais qu'un jour quelqu'un testerait la valeur de mon costume plutôt que celle de mon esprit. Et ce jour-là, je serais prêt. Je n'ai pas simplement bâti mon entreprise pour la richesse.
cela aurait été facile, voire prévisible. Mais j'avais vu trop d'hommes gagner de l'argent pour le voir ensuite disparaître comme de la fumée au vent. Non, je l'ai bâti parce que quelque chose chez Harrington Holdings avait toujours eu une odeur étrange, comme un plat qui avait l'air bon jusqu'à ce qu'on s'en approche suffisamment pour en attraper la pourriture. Depuis le jour où Mora m'avait présenté l'empire de son père, ses brochures brillantes, ses argumentaires de vente répétés, ses toasts au champagne, j'avais ressenti ce courant sous-jacent de décadence. Je ne pouvais pas l'expliquer au début, et pour la plupart des gens, cela aurait suffi à le rejeter. Mais je n'étais pas comme la plupart des gens. Je ne construisais pas ma vie sur des suppositions. Je la construisais sur des faits. Et les faits ne correspondaient pas aux histoires que Gregory Harrington aimait raconter lors de ses soirées. Sous leurs rapports financiers impeccables se cachaient des divergences, des lignes qui ne concordaient pas, des valorisations d'actifs gonflées, des dettes cachées et des primes de dirigeants qui ne correspondaient pas aux revenus. Tout avait commencé modestement. Une facture qui semblait trop élevée. Un relevé trimestriel qui arrondissait trop généreusement, mais qui grossissait à chaque rapport que je lisais. J'ai vu des chiffres qui ne pouvaient pas être exacts, des filiales qui existaient sur le papier mais qui n'avaient jamais produit le moindre péché de valeur, des dépenses qui ressemblaient étrangement à de l'argent de poche. J'ai appris très tôt dans ma propre entreprise que les chiffres sont comme un battement de cœur, stable, constant, ne mentant jamais, sauf si on les y force. Et le cœur de Harrington Holdings battait à tout rompre. Au départ, la curiosité était présente, mais la curiosité a cédé la place à l'inquiétude lorsque j'ai réalisé que l'empire vénéré par la famille Moore reposait sur des fondations de temps emprunté et d'argent d'autrui. Assis à leur table, j'écoutais Gregory pontificier sur les stratégies de croissance et la pérennité. Je me demandais s'il comprenait seulement le château de cartes qu'il avait bâti, l'assurance dans sa voix, la certitude dans son ton. Tout cela n'était qu'une mise en scène. J'ai compris l'écran de fumée qu'il avait maîtrisé au fil des décennies passées à la tête de la table. Mais derrière ce vernis, il n'y avait que peur et désespoir. Il savait que les murs se fissuraient. Il ignorait simplement où ni quand l'effondrement surviendrait. Des mois se sont transformés en années d'audit privé. Chaque fois que Mora pensait que je travaillais tard au bureau de l'entrepôt, je me plongeais dans leur registre et traquais des traces écrites qui menaient à des impasses et à des sociétés fantômes. Je trouvais des sociétés écrans là où aucune entreprise sérieuse n'oserait s'aventurer. Des prêts à des taux d'intérêt à faire rougir un requin solitaire et des rémunérations de cadres à me retourner l'estomac. Tout était là, caché dans les petits caractères des notes de bas de page et des dernières pages, que seul un homme ayant quelque chose à prouver se donnerait la peine de lire. Et je les lisais tous parce que j'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. La vérité. L'empire Harrington saignait lentement au début. Comme une coupure de papier qui pique mais n'effraie pas. Puis plus vite, comme une blessure que personne ne veut reconnaître. Gregory était trop occupé à jouer le rôle du magnate. Moreau était trop occupé à entretenir l'illusion de la perfection. Et Héloïse, eh bien, Héloïse était trop occupée à juger le monde à l'aune des étiquettes sur les chemises des gens pour remarquer que le toit s'effondrait. Aucun d'eux n'en avait la moindre idée. Aucun d'eux n'avait posé les questions importantes. Ils étaient si sûrs de leur place au sommet qu'ils ne réalisaient pas que l'échelle qu'ils avaient gravie pourrissait de l'intérieur. Ni Mora, ni Héloïse, ni son père, Gregory Harrington, qui me voyait comme un remplaçant plutôt qu'un associé. Il m'avait invité à ses conseils d'administration à plusieurs reprises, toujours avec cet air condescendant, un clin d'œil au protocole plutôt qu'au respect. Il me servait un verre, me parlait plutôt qu'à moi, et balayait mes intuitions d'un sourire poli et d'un geste de la main. Nous avons des gens pour ça, disait-il. Des gens comme si un problème pouvait être transmis comme un code à la porte. Je lui souriais en retour, sans jamais insister, sans jamais laisser paraître que j'avais déjà trouvé les failles qu'il prétendait inexistantes. Parfois, je me demandais s'il se souvenait seulement des entreprises qu'il avait absorbées comme un cancer, les avait englouties tout entières, les avait dépouillées de leurs actifs et avait laissé les carcasses pourrir. C'était ce que Harrington Holdings faisait de mieux. Ils avaient acheté le succès au lieu de le construire. Mais ils avaient grandi trop vite, s'étaient trop endettés, et maintenant les fissures étaient trop profondes pour être réparées par un prêt rapide ou une acquisition fracassante. Je voyais la tension dans le regard de Gregory. Sa façon d'éviter certains sujets au dîner, sa façon de se hérisser lorsqu'on mentionnait les conférences téléphoniques sur les résultats financiers. Il savait, d'une certaine manière, que son empire était en difficulté, mais il ignorait l'ampleur du problème. Moi, si. J'avais vu les chiffres. J'avais retracé les dettes, les passifs cachés,
les accords conclus sur la foi de poignées de main et les promesses creuses. J'avais parlé aux fournisseurs qui n'avaient pas été payés depuis des mois, aux employés qui chuchotaient des licenciements dans les salles de repos. J'avais vu la vérité derrière les sols en marbre et les lustres en cristal. Et j'avais bâti mon propre empire dans l'ombre du leur, discrètement, stratégiquement, comme un homme assiégé un château qui ignore même qu'il est attaqué parce que je ne veux pas le détruire. Pas vraiment. Je voulais les sauver. Ou du moins, je voulais en avoir la possibilité, car Mora était toujours ma femme. Et malgré la froideur de notre mariage, je n'étais pas venu ici en pensant être un jour l'homme qui déciderait du sort de sa famille. Mais c'est ce que le monde m'avait offert. C'est ce que les Harrington m'avaient donné en choisissant de mesurer ma valeur au prix de mon costume plutôt qu'à la substance de mon âme. Alors, j'ai observé, attendu et bâti, car je savais qu'un jour viendrait où les fissures dans l'Empire deviendraient trop grandes pour être dissimulées. Et ce jour-là, Gregory Harrington devrait me regarder dans les yeux, non pas comme un gendre, ni comme un remplaçant, mais comme l'homme qui pouvait le sauver ou le laisser se noyer. Et je voulais être prêt quand ce jour arriverait. Car je ne bâtissais pas mon entreprise pour la richesse. Je la bâtissais pour le pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider, le pouvoir d'écrire le dernier chapitre de l'histoire des Harrington, qu'ils le veuillent ou non. Ils m'ont donné une table près de l'entrée de la cuisine, juste près des portes qui ne se fermaient jamais tout à fait, où les serveurs ont bousculé d'avant en arrière avec des plateaux de boissons et des assiettes de canopes, et le cliquetis de plats à souligner chaque conversation. Je pouvais sentir la graisse de la cuisine, la saveur pointue du désinfectant industriel et le parfum des serveurs qui s'arrêtaient juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil à ma table avant de se dépêcher. C'était bien pour moi. Laissez-les m'asseoir près de la cuisine. Laissez-les montrer au monde où ils pensaient appartenir. Parce que d'où je me suis assis, j'avais le point de vue parfait. Je pouvais tout voir. Et plus important encore, je pouvais tout entendre. Alors que Gregory tenait la cour sous les lustres en cristal, se précipitant dans la lueur d'une pièce pleine de gens qui lui devaient des faveurs ou craignaient son nom. Je me suis assis tranquillement à côté de deux ingénieurs d'une entreprise qu'ils prévoyaient d'acquérir sans se rendre compte qu'ils avaient déjà accepté mon offre quelques semaines plus tôt. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Ils étaient jeunes, brillants et affamés. Exactement le genre de personnes que j'aime embaucher. Assez intelligents pour voir la valeur où d'autres ont vu le risque. Assez courageux pour sauter le navire lorsque l'opportunité a frappé. Ils étaient impatients, appuyés avec l'excitation des hommes qui venaient de remettre les clés de leur avenir. Tout est finalisé, a déclaré M. Alden, le plus grand, Marcus, dans son souffle, une lueur de fierté à ses yeux. Nous avons signé les documents hier, les accords des vendeurs, les contrats du fournisseur, tout cela. Nous sommes dedans, j'ai hoché la tête, mon expression calme, mais mon cœur bat avec satisfaction. Bon travail, dis-je doucement, ma voix assez bas pour que même les serveurs n'entendent pas. Garder cela entre nous pour l'instant, Gregory toujours dans l'impression qu'il contrôle cet accord. L'ingénieur plus court, David, sourit, un sourire conspirateur rapide. Il n'a aucune idée, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête lentement, savourant le moment. Pas encore, j'ai répondu. Mais il le fera. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant le bourdonnement de la fête me laver. Maurice se tenait à l'extrémité de la salle de bal, un verre de champagne à la main, son rire s'élevant au-dessus du bavardage comme l'appel d'un oiseau éloigné. Elle avait l'air radieuse dans sa robe émeraude, ses cheveux ont balayé dans un style qui a dû coûter plus cher que ma première voiture. Elle n'a pas regardé à moi. Ou peut-être qu'elle l'a fait, mais elle n'a pas laissé cela se montrer. Elle jouait son rôle, souriant pour les caméras et charmant les femmes des membres du conseil qui croyaient que la richesse de sa famille était éternelle. Je me demandais si elle avait même remarqué mon affectation de table, ou si elle avait simplement supposé que je serais assise dans l'ombre où je ne dérangerais pas la vue. Mon téléphone a bourdonné, une vibration silencieuse contre ma cuisse. Je l'ai retiré et j'ai scanné l'écran. Un message, l'acquisition finalisée. Vous possédez maintenant 52% du réseau de fournisseurs Harrington Holdings. Je ne pouvais pas aider le sourire qui s'est répandu sur mon visage. Timing parfait. Parce que bien que Gregory a grillé sa dernière acquisition, il pensait soutenir son empire défaillant, j'avais déjà acquis la fondation dont son empire dépendait. Chaque chaîne d'approvisionnement, chaque fournisseur, chaque partenaire logistique, le mien maintenant, acheté et payé avec de l'argent qu'il n'a jamais vu venir. Je n'avais pas besoin de rester sous les lustres pour gagner ce match. J'avais déjà gagné. J'ai jeté un coup d'œil aux ingénieurs,
tous deux qui me regardent avec une excitation à peine contenue. J'ai vu dans leurs yeux la même ambition qui m'avait conduit depuis des années. La fin de faire vos preuves, de construire quelque chose que personne ne pouvait emporter. Je me suis vu en eux quand j'avais commencé avec rien d'autre que l'héritage de ma mère et une seule idée en laquelle personne d'autre que moi croyait. Et j'ai réalisé que c'était l'héritage que je construisais. Pas seulement un empire, mais un réseau de personnes qui ont apprécié ce que j'appréciais. Le travail acharné, la vision et la volonté de se tenir dans l'ombre tandis que d'autres ont dansé dans la lumière. Un éclat de rire a éclaté de la table principale. La voix de Grégory en plein essor au-dessus des autres alors qu'il racontait une anecdote fatiguée sur un accord de terrain de golf qui a bien tourné. Je me demandais s'il avait même remarqué la coupe-coupe dans sa voix, le léger bord du désespoir qui s'était glissé dans ses histoires ces derniers temps. Il tenait la cour, oui, mais son royaume était construit sur du sable, et je viens d'acheter le terrain en dessous. Je sirotais lentement ma boisson, laissant le moment s'installer parce que je savais que ce soir était le tournant. Ce soir, c'était la nuit où l'équilibre du pouvoir a changé pour de bon. J'ai à nouveau jeté un coup d'œil à Mora. Elle souriait toujours, mais ses yeux étaient tranchants, scannant la pièce comme une reine à la cour, à la recherche de menaces ou d'alliés. Je me demandais si elle avait senti le changement dans les airs, la façon dont les conversations avaient commencé à vaciller chaque fois que quelqu'un mentionnait l'avenir de Harrington Holdings. Je me demandais si elle avait entendu les chuchotements qui avaient commencé il y a des semaines. Les rumeurs de tensions financières, de transactions douteuses, d'une correction du marché auquel il n'était pas préparé. Je me demandais si elle avait connecté les points à moi parce que Mora avait toujours été intelligente. Elle avait connu assez pour me choisir une fois, à l'époque où mes combinaisons étaient moins chères, mais mon ambition a brûlé assez brillant pour attirer son attention. Elle m'avait choisi pour des raisons qu'elle avait probablement oubliées maintenant. Raisons enterrées sous des années de fêtes et d'escalade sociale et de dîners avec des personnes qui ne se souciaient que des noms et des marques. Je me demandais si elle se souvenait de l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qui a travaillé tard dans les nuits et les premiers matins. L'homme qui n'a jamais cessé d'apprendre. L'homme qui a refusé d'être petit juste parce que sa famille a décidé qu'il l'était. L'idée m'a fait sourire parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de son approbation. Je n'avais pas besoin de validation de son père. Je n'avais pas besoin des lustres ou des invitations de fantaisie. J'avais mon empire. J'avais mon peuple. Et maintenant j'avais l'effet de levier. La dernière pièce de puzzle qui a transformé ma forteresse en une citadelle inentrée. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai hoché la tête aux ingénieurs. Me profiter de la fête, dis-je, ma voix calme, mesurée. Les biens, parlez bientôt. Ils ont souri, imaginant déjà l'avenir pour lequel ils viennent de s'inscrire. Je les ai regardés s'éloigner, la tête haute, leurs épaules droites et j'ai ressenti un scintillement. De fierté parce qu'ils comprenaient ce que tant de gens dans cette pièce ne le feraient jamais. Cette véritable puissance n'a pas besoin d'un projecteur. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il pousse dans l'ombre tranquillement, patiemment jusqu'à ce que le jour vienne quand personne ne peut le nier. Grégory se tenait maintenant, élevant son verre haut, sa voix pleine de cette vieille confiance alors qu'il grimpait l'avenir qu'il pensait construire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je l'ai regardé, un petit sourire joué au bord de mes lèvres. Parce que pendant qu'il célébrait, le sol se déplaçait et il n'avait aucune idée que l'homme par la porte de la cuisine était celui qui tenait les cordes. Héloïse faisait maintenant le contrôle des dégâts, chuchotant frénétiquement dans son téléphone d'une main pendant qu'elle serrait son verre à vin dans l'autre, le liquide à l'intérieur tremblant autant que sa voix. Elle a gardé des regards nerveux vers moi, ses ongles parfaitement entretenus, tapant un rythme anxieux contre la tige du verre. Je l'ai regardée avec un amusement détaché comme si elle était un acteur de scène qui tâtonnait pour ses lignes. La même femme qui m'avait bloqué à la porte ressemblait maintenant à un oiseau en cage, à toutes des plumes et sans vol. Et Grégory, mon cher beau-père, ne savait toujours pas. Il était trop occupé à se prélasser dans la lueur de son propre reflet, trop occupé à revivre les jours d'or lorsque son empire avait l'air solide et sa réputation était inattaquable. Il avait passé la nuit à parler aux actionnaires et aux matrones de la société. Son rire rebondissant sur les lustres comme un homme sûr de son domaine, mais son domaine s'était déplacé sous lui, et il n'avait pas encore ressenti le tremblement. Mora, même si elle l'avait fait, elle a commencé à se diriger vers moi lentement, ses pas hésitants, ses yeux cherchants. Elle a déménagé comme quelqu'un qui approchait d'un fantôme. Je ne sais pas si elle était sur le point de s'excuser ou de se défendre. Je pouvais voir le conflit dans son visage, les années de privilèges se battant avec la réalisation croissante que peut-être, juste peut-être,
elle avait sous-estimé l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Son sourire était serré, le genre que vous avez rythmé lorsque vous essayez de vous convaincre que le sol ne tremble pas. Je n'ai pas bougé pour la rencontrer. Je suis resté assis à ma petite table près de la porte de la cuisine, la laissant venir vers moi, la laissant travailler pour le privilège de mon temps parce que l'équilibre du pouvoir s'était déplacé et cette fois ce n'était pas en sa faveur. Et c'est à ce moment-là que tout le menton Alaric se dirigea vers la scène. Sa présence à elle seule était suffisante pour traquer la pièce. Mais ce n'était pas un homme pour laisser quoi que ce soit au hasard. Il a ajusté le microphone avec la précision pratiquée d'un CO utilisé pour attirer l'attention de milliers. Son costume sur mesure immaculé, son expression composée. Ses yeux ont balayé la pièce puis m'ont trouvé, tenant mon regard juste assez longtemps pour me faire savoir que c'était le moment où nous avions prévu. Puis il tourna son attention vers la foule, sa voix lisse et stable pendant qu'il parlait. Là avant de lever un toast ce soir, a-t-il commencé, ses mots roulant à travers le shroom comme une marée lente. Je voudrais remercier l'homme qui a changé le visage du capital investissement et que je suis fier d'appeler à la fois un collègue et un concurrent, le président Lucas Alden. Les mots ont atterri comme un coup de tonnerre. La pièce s'est calmée, le silence s'approfondissant au type de silence qui vous fait vous demander si quelqu'un ose respirer. Des fourches claquèrent des assiettes alors que les mains tremblaient et une femme près de l'avant a laissé tomber son verre à vin, le son se brisant dans le silence. Maura s'arrêta morte dans ses traces, ses yeux écarquillés, ses lèvres se séparant dans un petit halètement stupéfait. J'ai senti le poids de chaque regard dans la pièce s'installer sur moi. Certains dans la crainte, certains dans la confusion et certains dans la peur nue. Les yeux de Grégory se sont éloignés comme s'il cherchait quelqu'un pour expliquer ce qu'il venait d'entendre. Son visage pâlit sous les lumières dorées. Le téléphone d'Héloïse glissa de ses doigts, atterrissant sur le sol avec un bruit sourd. Mais elle n'a pas bougé pour le récupérer. Son regard était enfermé sur moi, ses lèvres se déplaçant sans aucun doute. Je me tenais lentement, laissant le moment se construire, les laissant tous boire dans la réalité que l'homme qu'ils pensaient pouvoir ignorer était l'homme qui a maintenant attiré toute leur attention. J'ai redressé ma veste, le blazer sans laboratoire qui avait causé tant d'histoires à la porte, et je me dirigeai vers la scène avec des marches mesurées, le silence se séparant devant moi comme une vague. Chaque étape était délibérée, une déclaration silencieuse de chaque nuit tardive, chaque grand livre que j'avais étudié, chaque accord que j'avais négocié dans l'ombre pendant qu'il se faisait griller dans la lumière. Le poids de la pièce se sentait électrique, un courant de réalisation qui a traversé chaque personne qui m'avait déjà rejeté comme un homme en vêtements bon marché. J'ai atteint la scène, tous les Alaric s'écartant avec un petit signe de tête respectueux. Nos yeux se sont rencontrés, une reconnaissance silencieuse de la stratégie que nous avions jouée à la perfection. Je me tournai pour faire face à la pièce, mon regard balayant les visages que j'avais vus lors d'innombrables fêtes, dîners et événements caritatifs. Des visages qui ne m'avaient jamais vraiment vu jusqu'à ce moment. Maura se tenait gelée à quelques mètres de là, les yeux enfermés sur les miens, et je me demandais ce qu'elle avait vu. L'homme qu'elle avait épousé ou l'homme qu'elle avait négligé. Je laisse le silence s'étirer, le laisse grandir jusqu'à ce qu'il ait l'impression que l'air lui-même attendait mes mots. Merci, Alaric, dis-je, ma voix calme et stable. Et merci à tous d'être ici ce soir. Mes yeux se sont précipités vers Grégory, dont l'expression était un mélange de confusion et de colère, les fissures de sa confiance s'élargissant à chaque seconde qui passe. Je laisse mon regard s'attarder sur lui un instant avant de continuer. C'est une chose rare de construire un empire dans ce monde, dis-je, ma voix portant à travers la pièce avec le pouvoir silencieux d'un homme qui sait qu'il tient toutes les cartes, mais il est encore plus rare d'en construire un qui dure. Je laisse les mots pendre en l'air, sachant qu'ils atterriraient comme un coup. La foule était silencieuse maintenant, chaque visage se tourna vers moi, chaque œil large avec des questions. Je pouvais sentir le changement se produire en temps réel, le recalibrage des hiérarchies sociales, la réorganisation des alliances. Ce n'était plus seulement une fête. C'était le début d'une nouvelle ère, et j'étais en son centre. Je n'avais pas besoin de crier ou de mener ma poitrine. La vérité était suffisante. Les chiffres étaient suffisants. L'empire que j'avais construit était suffisant. Les lèvres de Maura tremblaient, sa main levant à sa poitrine comme pour stabiliser son cœur de course. J'ai vu la question dans ses yeux, les excuses qu'elle ne savait pas comment former. J'ai rencontré son regard et je l'ai tenu, lui laissant voir que je n'étais pas l'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler. J'étais l'homme qui contrôlait le jeu depuis le début. Tout Alaric s'avança, levant son verre. Le président Alden, a-t-il dit, sa voix qui sonne dans la pièce dans le futur qu'il a aidé à créer.
Un murmure d'accord s'est propagé à travers la foule, hésitant d'abord, puis se réalisant alors que les gens réalisaient où le vent soufflait. Maura cligna des yeux en arrière qu'elle ne s'attendait pas à verser. Héloïse avait l'air de s'évanouir. Grégory était assommé, son visage pâle, sa main agrippant la table comme un homme de noyade s'accrochant à un radeau. Et moi? Je me tenais là, calme et inflexible, l'homme qui a bouleversé leur monde sans jamais élever la voix. Parce que parfois l'homme le plus silencieux de la pièce est celui qu'ils auraient dû craindre tout au long. Monsieur Harrington, dis-je, laissant ma voix traverser la pièce silencieuse, chaque syllabe aussi délibérée comme verdict. Mes yeux ont rencontré les siens, et j'ai vu la confusion dans son expression céder la place à quelque chose comme dread. Il a construit son empire sur le contrôle du récit, sur des investisseurs charmants et marquant les régulateurs, mais il n'avait jamais fait face à un défi de ses propres murs jusqu'à présent. J'ai pris une respiration, stable et délibérée, et laissé le poids de l'instant installé. À travers la foule, je me suis senti sur les yeux, les lèvres de Maura se sont séparées. Était ma place. Moi j'ai tendu dans ma poche et j'ai sorti la petite télécommande que j'avais transportée dans ma main depuis que j'ai quitté ma table. J'ai cliqué dessus et les écrans tapissant les murs ont scintillé à la vie. Les nombres ont dansé à travers eux. Graphique, registre, chacun un témoignage accablant du démêlage de l'Empire. Je laisse le silence s'étendre alors que la pièce absorbait les preuves, les fonds manquants, les bonus exécutifs gonflés, les sociétés écrans qui ont canalisé de l'argent dans des trous noirs. Une femme près de l'avant couvrit sa bouche avec sa main, les yeux écarquillés d'horreur. Un homme dans un costume sur mesure se pencha en avant, sa mâchoire se serra, ses yeux dardant entre Grégory et les écrans comme s'il venait de réaliser qu'il avait été vendu un mensonge. Ce n'est pas une prise, dis-je, ma voix basse mais résolue. Chaque mot mesuré pour prendre du poids. C'est un sauvetage. Quand je me suis préparé pendant que tout le monde était occupé saisissant les bras de sa chaise comme s'ils étaient la seule chose le gardant droit. Votre empire saigne. Grégory, j'ai poursuivi, mon ton tranchant, mais pas méchant. Vous ne saviez tout simplement pas où chercher. Il ouvrit la bouche, ses lèvres tremblantes, son visage pâle tandis que les écrans reflétaient chaque fissure de son héritage. Tu savais gérer, sa voix brute, dépouillée de l'arrogance habituelle. J'ai hoché la tête une fois, délibéré, le laissant sentir le poids de la trahison qu'il n'avait jamais vu venir. Je l'ai fait, dis-je, et j'ai construit une solution avant l'effondrement. J'ai à nouveau cliqué sur la télécommande. Les écrans se sont déplacés, révélant un plan détaillé. Un réseau complexe de fusion, de consolidation, de mécanismes d'allègement de la dette, de rachat de fournisseurs et de partenariats stratégiques qui pourraient économiser ce qui pourrait être sauvé et reconstruire ce qui devait être reconstruit. Les logos de mon entreprise sont apparus aux côtés de Harrington Holdings, tissés dans les graphiques comme une bouée de sauvetage. Les chiffres ont brillé le vert, régulièrement et solide que je n'étais pas venu à détruire. Je venais sauvegarder sur mes conditions. Ceci, dis-je, faisant un geste vers les écrans, est la solution que votre tableau n'a pas pu construire. Le filet de sécurité que vos partenaires ne pouvaient pas tisser. Le plan que votre famille ne savait même pas que vous aviez besoin. J'ai laissé les mots s'installer comme un défi, en l'osant réfuter ce qui était maintenant indéniable. Et c'est déjà en mouvement, j'ai poursuivi. Ma voix est stable comme un métronome. Les contrats sont signés. Les transactions sont conclues. Les dettes sont couvertes. Vos fournisseurs, ils travaillent pour moi maintenant. Votre réseau logistique, le mien. Vos vendeurs, les miens. Je possède l'infrastructure qui maintient cette entreprise. Un silence est tombé sur la pièce comme un lourd brouillard. J'ai vu la réalisation s'éteindre sur le visage après le visage. La lente horreur que l'homme qui s'assoyait près de la porte de la cuisine tenait maintenant les clés de leur survie. Maura pressa une main tremblante à sa poitrine. Ses yeux cherchant les miens pour une lambée de l'homme qu'elle pensait avoir épousé. J'ai rencontré son regard inébranlable parce que j'étais toujours cet homme. J'étais juste la version qu'elle avait choisi de ne pas voir. Le visage de Grégory s'effondre, le poids de la fragilité de son empire coulant dans ses os. Pourquoi? Demanda-t-il, sa voix un murmure qui craqua dans le silence chargé. Pourquoi feriez-vous cela? J'ai pris une respiration lente. Parce que je croyais en ce que vous avez construit, j'ai dit. Du moins dans l'idée. Mais vous l'avez construit sur une base de temps emprunté et d'emprunter de l'argent. Et vous avez ignoré chaque panneau d'avertissement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me rapprochais, le silence de la pièce s'intensifiant alors que chaque œil me suivait.
Je ne voulais pas te détruire, dis-je. Mais je n'allais pas laisser votre empire s'effondrer et entraîner tout le monde avec. J'ai donc construit une issue. Je l'ai construit tranquillement, délibérément, parce que c'est à quoi ressemble le vrai leadership. Mon regard à rencontrer son entreprise est inébranlable. C'est ce que tu m'as appris sans même le savoir. Une seule larme glissa sur la joue de Mora, attrapant la lumière comme un diamant. J'ai vu le moment où elle a compris que je n'étais pas venu pour être vengé, mais pour la rédemption, la mienne. Et d'une certaine manière, il y en a deux. Le téléphone d'Héloïse gisait toujours à ses pieds, oublié. Son visage pâlit alors qu'elle fixait les écrans qui éplaient la fin de l'histoire qu'elle avait écrite dans son esprit. Je me tournai vers la foule, ma voix sonne avec une force silencieuse. Ce soir n'est pas une question de blâme, dis-je. Il s'agit de responsabilité. Responsabilité. Envers les personnes qui travaillent pour vous, les gens qui dépendent de vous, des gens qui croyaient en vous. Lorsque les chiffres ne s'additionnaient pas, j'ai laissé mes yeux balayer la pièce une dernière fois, assurant que tout le monde ressentait la gravité de ce que je disais. C'est le moment où nous décidons si cette entreprise survit à la tempête ou à la noyade. Les mains de Grégory tremblaient en essayant de parler, mais les mots pris dans sa gorge. J'ai regardé la réalisation fleurir dans ses yeux. Il n'était plus en contrôle, mais il n'était pas sans espoir non plus. Parce que même si j'avais exposé ses défaillances, je lui avais également donné un chemin à suivre. Un chemin qu'il n'aurait jamais pu construire seul. Je me tenais debout, le silence du room, un témoignage de la puissance de la vérité. Je ne suis pas là pour se réjouir, dis-je, ma voix basse mais résolue. Je suis ici pour diriger ce soir, dis-je, ma voix ferme mais stable. Je vous donne quelque chose que votre planche ne pouvait pas livrer. Longévité. La pièce semblait expirer d'un coup, un soupir collectif qui secoua des lunettes et faisait trembler des lustres en cristal. Était maintenant à la miséricorde de l'homme qu'il avait essayé de garder dans les ombres. Travailler juste, mais à prospérer. Le sens. C'est la fusion, j'ai poursuivi. Les mots lents et délibérés. Chacun frappant sa marque. Une nouvelle entité, un nouvel avenir, une entreprise entièrement intégrée stable, efficace et positionnée pour dominer les marchés dans lesquels vous avez seulement survécu. Je me suis arrêté et j'ai laissé les écrans parler. Graphique de la croissance projetée, des modèles de réduction de la dette, des initiatives d'économie, chaque élément de données et flèche pointant vers une seule conclusion. La survie n'était pas seulement possible. C'était inévitable, mais seulement s'il suivait mon avance. Grégory m'a regardé comme un homme qui avait reçu une bouée de sauvetage qu'il ne méritait pas. Ses lèvres tremblaient, l'arrogance pratiquée disparut, remplacée par quelque chose de brut et humain. Je ne comprends pas, il balbutia, sa voix craquait d'incrédulité. Comment avez-vous ? J'ai rencontré son regard, stable et sans faille. Pendant que vous étiez occupé à organiser des fêtes et à vendre des images, j'ai dit, ma voix inébranlable. Je faisais le travail. J'achetais vos fournisseurs lorsque vos paiements ont commencé à glisser. J'étais consolidé votre réseau de fournisseurs sous ma propre entreprise. Je construisais des réserves de liquidités que vous ne saviez même pas exister parce que je savais que ce jour viendrait. Et je n'allais pas laisser les gens qui dépendaient de vous descendre avec vos illusions. Un silence est tombé à nouveau, plus épais cette fois, comme un rideau de velours pressant contre chaque oreille. Même les serveurs avaient cessé de bouger. Trey a suspendu les airs en regardant le drame se dérouler. J'ai tourné mon attention vers les écrans, faisant un geste vers une ligne qui clignait des yeux en vert. Soulagement de la dette 1,2 milliard de dollars. La pièce aspirait collectivement dans un souffle. J'ai continué. J'ai déjà racheté vos mauvais prêts. Ils sont partis. Payés en totalité. J'ai montré une autre figure. Réseau des fournisseurs 52% de propriété consolidée. Alden Private Equity. Un murmure s'est propagé dans la pièce comme une étincelle dans l'herbe sèche. Cela signifie, dis-je, élevant ma voix juste assez pour commander le silence, que je possède l'infrastructure dont votre entreprise ne peut pas vivre. Mais contrairement aux banques auxquelles vous devez de l'argent, je ne suis pas là pour vous enterrer. Je suis ici pour construire avec vous. Les mains de Grégory tremblaient, son visage pâle alors que la réalisation le frappa. Ses lèvres formaient un mot. Pourquoi ? Mais cela n'a jamais vraiment atteint sa voix. Je l'ai répondu quand même. Parce que j'ai regardé trop d'entreprises mourir sous des hommes qui pensaient que leur nom était suffisant, ai-je dit. Mon ton même m'est bordé d'acier.
J'ai regardé trop de familles ruinées par des gens trop fiers pour demander de l'aide. Et parce que malgré tout, je crois toujours en ce que Harrington Holdings pourrait être s'il avait un leader qui savait quand écouter. La main de Maura s'envola vers sa bouche, un doux sanglant s'échappant tandis que les larmes se répandaient finalement. Son mascara a strié ses joues, mais je n'ai pas tressailli. Je l'ai laissé me voir. Laissez-la voir l'homme qui avait toujours été debout juste à côté d'elle. Même quand elle ne pouvait pas être dérangée de regarder, j'ai essayé de sauver sa famille de l'ombre. Mais ce soir était différent. Ce soir, je me tenais à la lumière, chaque mouvement caché maintenant révélé, chaque pas soigneusement planifié à nu, et il n'y avait plus de cachette. J'ai regardé Grégory. Vous n'avez plus besoin de mendier du capital, dis-je, ma voix plus douce maintenant, mais pas moins ferme. Vous devez évoluer, et c'est ce que je vous propose. Une chance de survivre. Une chance de prospérer, une chance de construire un héritage qui ne se termine pas avec vous. Les mots étaient suspendus dans les airs comme un décret final. Et je les regardais couler. Chacun un ongle scellant le cercueil de son ancienne façon de faire des affaires. Lentement, sa tête s'inclina, non pas dans la défaite, mais dans une reddition qui ressemblait beaucoup à l'acceptation. Ses mains tombèrent sur ses côtés et il prit un souffle profond et frissonnant. Puis devant tout le monde, ses membres du conseil d'administration, ses filles, son héritage, il hocha la tête une, deux fois, puis avec une main tremblante, il a commencé à applaudir. Le son était doux au début, un rythme lent et incertain qui ressemblait à une question. Ensuite, il a grandi, prenant un élan comme d'autres, une fois que ses fidèles lieutenants se sont joints. Les applaudissements ont gonflé jusqu'à ce qu'ils remplissent la pièce, résonnant des murs et des lustres en marbre, une vague de respect réticent et une reconnaissance dure. Je me tournai vers la foule, laissant les applaudissements me laver, mon expression calme, mais résolue. Ce n'était pas un tour de victoire. Ce n'était pas un triomphe pour le bien de l'ego. C'était le moment où j'avais passé des années à préparer. Un moment non pas de destruction, mais de transformation. Un moment où l'homme calme au bord de la fête, l'homme en costume sans étiquette, l'homme qui avait passé ses nuits à construire pendant qu'ils passaient leur journée à célébrer, ont finalement revendiqué sa place légitime. Même Maura applaudit, bien que ses larmes coulaient toujours librement. Même Héloïse, ses lèvres se pressaient et les yeux mouillés, ont ajouté ces applaudissements réticents. Parce qu'à ce moment-là, même ils ont compris que l'homme qu'ils ont rejeté était l'homme dont ils avaient maintenant besoin. Mais parfois, l'homme qu'ils essayaient de garder petit était l'homme qui les avait transportés tout au long. Et moi, Lucas Alden, je me tenais là dans la tempête de leurs applaudissements, non pas parce que je voulais être le héros, mais parce que j'avais refusé être la note de bas de page de leur histoire, parce que j'ai construit quelque chose de réel. Et réel avait un moyen de survivre même aux plus grandes illusions. Après que les applaudissements se soient estompés, la pièce semblait soupirer comme si elle retenait son souffle toute la soirée et pouvait enfin le laisser sortir. Les gens ont grillé avec une sorte de vénération hébétée, incertaine si elles devraient s'approcher de moi ou garder leur distance. Je me tenais là, les échos de leurs applaudissements rebondissaient toujours sur les lustres, et j'ai ressenti la finalité de tout cela. Grégory se dirigea vers moi, sa posture raide mais plus provocante, ses yeux vitreux sous les lumières de la salle de bal. Il s'arrêta à quelques mètres de là, ses mains qui se relâchent comme un homme essayant de lisser des décennies d'ego et de fausses calculs. « Je vous ai mal jugé », a-t-il dit, sa voix lente mais suffisamment stable pour que seuls quelques invités à proximité puissent entendre. L'admission est suspendue là-bas entre nous, lourde et honnête. J'ai hoché la tête, ma mâchoire serrée. Non, vous avez vu ce que vous avez été formé pour voir. J'ai répondu, ma voix calme mais lassée de l'histoire entre nous. Tu as vu un homme en costume bon marché. Un homme calme. Un homme qui n'a pas respecté vos règles. Je m'arrêtai, le laissant prendre ça. L'honnêteté tranquille qu'il ne me laissait jamais partager auparavant. Et ça va. C'est tout ce que tu savais. Mais je n'ai jamais eu besoin de votre permission pour être qui je suis. Ses yeux se déplaçaient, passant à Maura, qui se tenait maintenant juste derrière lui. Des larmes se sont séchées sur ses joues, mais sa posture incertaine. Elle m'a regardé avec quelque chose de proche du soulagement. Mais il y avait encore de la peur là-bas aussi. Le genre qui survient lorsque vous réalisez que le sol sur lequel vous vous teniez était toujours en train de changer. Le regard de Grégory est retourné vers moi, une démission s'installant sur ses caractéristiques comme le crépuscule à l'horizon. Il a fait un geste vers la foule, a fait ses filles, sa planche, son héritage et ses tiges. Ils voudront votre aide, murmura-t-il,
lui voient presque un plaidoyer maintenant. Ils essaieront de prendre le crédit. Ils s'accrocheront à toutes les pièces qu'ils peuvent tenir. J'exhalai lentement, ressentant le poids de cette vérité. Je ne le fais pas besoin de crédit, dis-je, ma voix comme la pierre. J'ai déjà le contrôle. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était un fait né de la stratégie et de la patience. Une vérité qu'il ne pouvait pas défaire avec une signature ou un sourcil. Il a fait un petit signe de tête, comme s'il l'avait su depuis le début, mais avait été trop fier de l'admettre. La pièce qui nous entoure ressemblait maintenant à une exposition de musée. Invités figés sur place. Les conversations ont cessé à mi-parcours. La tension des anciennes loyautés et de nouvelles réalités pressant contre chaque mur coussin en velours. J'ai vu Héloïse dans le coin, son téléphone dans sa main, le pouce planant sur l'écran comme si elle composait un message effréné. Laissez-la. Laissez-les tous. Parce que le jeu était terminé et que le tableau m'appartenait maintenant. Cette nuit-là, j'ai quitté la fête tôt, pas hors de dépit, mais parce que je n'avais plus rien à prouver. L'air à l'extérieur était croustillant, la lune élevée, la brise portant l'odeur de gardinus des et bien entretenu du domaine. J'ai pris une respiration lente et j'ai laissé l'air frais remplir mes poumons. Pour la première fois depuis des années, je me sentais léger, comme si j'avais porté un rocher sur mes épaules que je pouvais enfin poser. J'ai jeté un coup d'œil au manoir, sa grande façade baignée de lumière qui ne pouvait pas cacher les fissures. Derrière ces fenêtres se trouvaient des gens qui passaient la nuit à se précipiter pour donner un sens à ce qui venait de se passer. Mais je ne serais pas l'un d'eux parce que je n'avais pas besoin de leur siège à la table. J'avais déjà acheté la table. Chaque contrat, chaque vendeur, chaque lien de la chaîne qui a gardé son empire à flot maintenant. Je n'étais plus l'homme par la porte de la cuisine. J'étais l'architecte de la structure dans laquelle ils vivaient tous. Et je n'avais pas besoin d'une plaque ou d'un toast pour le prouver. Je laisserais les chiffres, les offres, les résultats parler d'eux-mêmes. C'était la différence entre eux et moi. Ils ont construit des illusions. J'ai construit des réalités. Alors que je descendais la longue allée, le clair de lune tournant l'argent de la chaussée, j'ai pensé à toutes les fois où ils ont essayé de me définir par le prix de mon blazer ou la marque de ma voiture. À propos de toutes les fois où ils pensaient que mon silence était soumis. Ce n'était jamais ça. C'était une stratégie. Parce que parfois l'homme en vêtements bon marché est celui qui possède tout le bâtiment. Et ce soir, chacun d'eux avait appris cette vérité. Certains à la dure, certains avec des larmes, certains avec des applaudissements qu'ils ne s'attendaient pas à donner. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Peut-être que certains viendraient à moi pour obtenir de l'aide. Peut-être que certains essaieraient de riposter. Mais cela n'avait pas d'importance parce qu'à la fin, je n'étais plus l'homme qui avait besoin de leur permission. J'étais l'homme qui a réécrit la fin de leur histoire. Et c'était plus que suffisant.